à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. J'espère que vous êtes en forme en ce mardi matin. Le mardi matin, c'est votre rendez-vous. Merci encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous du mardi matin. Je vous souhaite et je vous espère en tout cas en grande forme aujourd'hui. J'accueille une invitée et je sais que ça va être particulièrement intéressant aujourd'hui. En attendant, faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous assurer que vous êtes bien avec nous, que je sache un petit peu qui est présent avec nous ce matin. Je vous rappelle les petites règles habituelles. Allez cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Comme ça, je sais exactement à qui je m'adresse lorsque on vous répond. Vous voyez, sinon, ça nous fait des Facebook users ici. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui nous fait coucou, mais je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour à tous les deux, mais je sais pas. Et bonjour. Voilà. Donc, allez cliquer sur le lien, comme ça, je sais à qui on a affaire. C'est sûr que je peux regarder et je le fais en parallèle dans le groupe pour savoir qui est là. Mais lorsque vous cliquez, ça donne comme Idriss. Voilà, on sait à qui on a affaire. Salut Idriss, merci de ta présence ce matin. Alors, pour le coucou et le bonjour à tous les deux, c'était Belinda et Julien. Voilà, maintenant je sais parce que je vais voir en parallèle. Mais voilà, je vous rappelle de cliquer du coup dans le lien. Voilà. Stéphanie. Parfait. Bien joué le jeu. Super. Merci à tous encore une fois de votre présence. Voilà, tu vois, Belinda nous dit coucou bis. Ça y est, Belinda a cliqué entre-temps et Julien aussi. Super. Donc voilà, prenez bien ce réflexe d'aller cliquer sur le lien. Comme ça, on est bon, on sait à qui on a affaire et on passe un bon moment tous ensemble. Encore une fois, merci à tous d'être présents. Stop, je me tais maintenant. Je vais demander à Christelle de bien vouloir se présenter et pour que vous en sachiez un petit peu plus sur la thématique que l'on va aborder pendant cette 40-45 minutes qu'on va passer ensemble ce matin. Salut Christelle. Et bonjour Sébastien. Du coup, voilà, je te remercie déjà de m'avoir invité ce matin, avec plaisir, pour parler de ma passion tout simplement, de mon travail. Je suis donc Christelle Fambrini, je suis dirigeante de la société Proci. Je suis consultante et formatrice en synergologie, en décryptage du langage non verbal. Donc, c'est quoi un synergologue? C'est une personne qui est experte dans le décodage du langage du corps. Et puis, je vais aller chercher au-delà des mots ce que la personne est en train de vouloir communiquer, tout simplement. L'implicite. Un petit peu le détective de l'implicite. Ouais, c'est bien dit comme ça. Et du coup, j'imagine que ça va être particulièrement, et on va le dérouler ensemble tout à l'heure, intéressant et utile, notamment pour des commerciaux, notamment pour des immobiliers, à la fois notamment dans l'analyse du comportement de leurs clients et de leurs prospects, et d'essayer de voir, tu me disais lorsqu'on avait préparé cette interview qu'on ne sait pas ce que les gens pensent, mais ça trahit des émotions, ça trahit des choses sur lesquelles on va pouvoir ensuite retravailler dans notre discours commercial et dans notre conversation. J'aime bien que tu appuies ce point-là parce qu'effectivement, on ne peut pas forcément savoir ce que la personne est en train de penser exactement et c'est tant mieux. Mais par contre, en fonction des réactions de son corps, on va se dire, tiens, sur tel mot, sur telle proposition commerciale, le corps s'est engagé ou s'est désengagé ou on a repéré un non-dit. Et ce sont des outils qui vont nous permettre justement d'aller réinterroger la personne pour savoir si intuitivement ce qu'on a vu et puis ce qu'on a repéré même consciemment, il y a ce sens. On n'est pas en train de lire carrément dans la tête des gens, pas du tout, mais on va repérer ce qui est en train de se passer justement pour établir un lien d'échange qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus franc, tout simplement. Cool, belle introduction de la thématique. Donc Julien nous dit super, on veut des petits tips. Donc on verra ce que Christelle peut nous partager pendant cette interview. Christelle, comment est-ce qu'on devient synergologue? Par quoi est-ce qu'on passe? Alors, comment est-ce qu'on le devient techniquement? Ça, tu vas peut-être nous l'expliquer comment. Oui. Mais surtout, comment est-ce qu'on décide de le devenir? Quel est le parcours professionnel qui t'a amené du coup à faire cette activité aujourd'hui? Alors, moi, j'ai fait l'école de synergologie, c'est l'Institut européen de synergologie sur Paris. Donc, la synergologie, c'est une discipline qui a été fondée par Philippe Turchet. Donc, c'est l'école de Philippe Turchet sur Paris. Voilà, c'est un cursus qui est assez long, qui est assez prenant, qui exige, un certain niveau, quand même, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser avec le temps. Et donc, c'est une école qui est passionnante et qui se trouve sur Paris. Alors, comment j'ai décidé de faire cette école-là? J'ai eu un parcours de formatrice depuis quasiment une vingtaine d'années où j'ai accompagné des personnes justement sur des retours à l'emploi, sur différentes thématiques. Et donc, du coup, lors de ces accompagnements-là, je me suis formée également sur le conseil en images et communication parce que je me suis rendu compte que
Les personnes avaient des difficultés pour savoir se présenter. Et donc, du coup, en les accompagnant, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas parce qu'ils étaient coachés sur le verbal et puis même coachés, ils étaient tout beaux, tout frais, bien rasés, bien habillés, bien maquillés, la fringue qui va bien, que finalement, ça passait pour autant. Donc, je me suis dit, finalement, il y a autre chose encore au-delà de ça. Il y a une autre dimension qui fait que finalement, dans la relation, ça passe ou ça passe pas, où la personne va montrer sa motivation, ne va pas la montrer. Et donc, du coup, je me suis renseignée sur la communication non verbale. J'ai trouvé cette école sur Paris et je suis montée il y a quelques temps sur Paris pour me former et me spécialiser justement là-dedans. Donc, c'est vrai qu'entre le conseil en image pure et la synergologie, voilà, j'ai dans mon parcours mis sur mon chemin des éléments dans le langage non verbal qui me permettent justement de plus en plus avoir une expertise dans ces domaines-là, tout simplement. Donc dans tout ça, le fil conducteur, c'est quoi? C'est la compréhension de l'autre, la compréhension C'est la de curiosité de l'humain. C'est vraiment la curiosité de l'humain parce que voilà, je suis quelqu'un de très curieuse et je suis passionnée de l'humain et je me dis finalement, j'ai à cœur quand je suis en face de quelqu'un de comprendre une histoire. Il y a de la bienveillance, il y a quelque chose de l'ordre de, oui, aussi mais pas de la curiosité malsaine, c'est vraiment de la curiosité pour aller aider l'autre à gagner confiance en soi, à se sentir bien. Donc c'était vraiment, j'ai hésité avec une école de coaching parce que je pense aussi que j'ai un état d'esprit de coach. Et donc du coup je me dis coaching, synergo. Moi j'ai vraiment acquis ces outils-là finalement pour aller aider les personnes parce que j'ai fait aussi un cursus de confiance en soi et d'estime de soi. Donc à prendre conscience de toutes ces dimensions de communication pour que la personne ait plus confiance en elle, gère mieux son relationnel avec l'extérieur et in fine gère mieux son travail ou sa vie perso tout simplement. Donc c'est vraiment presque un travail d'accompagnement de coach en fait. Cool. On a Idriss qui nous dit « Je ne jouerai pas au poker avec Christelle. » C'est pas faux. Et quoique, moi je suis hyper expressive, donc oui, je pourrais détecter certaines choses chez lui, mais moi, je suis transparente comme de l'eau de roche. Donc je suis pas sûre que… Et on a quelqu'un, mais je ne sais pas qui, du coup, qui nous dit « Super, une formation au top avec une formatrice au top, je recommande. » Donc on a Oh, c'est gentil, merci. On a des fans. Et Idriss, tu ne crois pas si bien dire parce que lors de mes échanges avec Christelle, elle m'a démontré en fait voilà, tiens, tu vois, regarde, je viens de me toucher le nez. Donc Christelle, donc je vais passer tout un tableau comme ça, de toute façon, je vais rester comme ça parce que du coup Christelle m'a montré des analyses, y compris des analyses de certaines de mes interviews où il y a des choses qui trahissent. Intéressantes. Voilà, qui sont intéressantes, etc. Donc voilà, Christelle va jusque-là, est capable d'analyser voilà, une émission de télé d'agent immobilier et de dire que l'acheteur n'achètera pas l'appartement ou la maison, ou voilà, ou dans l'analyse de ce que vous faites, de dire un petit peu ce qui se passe en vous. Et c'était assez pertinent quand elle l'a fait pour moi. Du coup, je ne vais pas bouger pendant toute cette interview. Je suis concentrée sur ce que je dis, je ne regarde pas trop. Heureusement que vous n'êtes pas tous sur Zoom parce que du coup, ça ferait beaucoup d'informations. Christelle, du coup, tiens, c'est une très bonne question. Non, je scanne. Voilà, est-ce que tu te scannes tout le temps? Voilà. Non, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont vraiment des outils qu'on utilise quand on a décidé de les utiliser. Quand je suis vraiment, quand je suis en interaction avec quelqu'un, je suis quelqu'un de très spontané, très authentique, donc je vais pas forcément aller observer quoi que ce soit. Je profite du moment, tout simplement. Par contre, effectivement, si mon regard est professionnel, là pour le coup, comme dit Julien, je vais me mettre en mode scan. Mais c'est décidé. Heureusement pour moi, je suis pas tout le temps en train d'observer parce que j'ai pas forcément envie d'être tout le temps sur ce mode-là. C'est fatigant. Christelle, pour les gens qui nous écoutent, en quoi ça peut être utile pour un conseiller immobilier, du coup, d'être formé, initié en tout cas, à l'analyse du non-verbal chez nos interlocuteurs? Je dirais qu'il y a vraiment deux plans qui sont importants, c'est-à-dire qu'il y a le plan souvent justement du conseiller immobilier qui va aller vers le client et qui va justement, grâce à ces outils, pouvoir mieux repérer finalement l'implicite du client. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi le conseiller immobilier qui doit aussi parfois s'interroger sur sa propre communication et de savoir finalement ce que sa propre communication non verbale va impacter finalement sur l'interlocuteur. Je vais reprendre la première partie. Quand on est conseiller immo, effectivement, la majorité des conseillers immobiliers ont une très bonne intuition finalement de ce qui est en train de se passer chez l'interlocuteur. Moi, mon objectif, c'est de faire passer justement cette partie inconsciente à quelque chose de conscient et de donner les outils, de dire effectivement, vous avez cette intuition-là, et ben maintenant, en ayant observé ça et ça, on peut un peu plus pousser sur cette intuition-là et mieux aller réinterroger sur ce que vous avez pu percevoir. Quand un client arrive, en synergologie, on va regarder vraiment trois choses importantes. Il y a vraiment ce qu'on appelle le
premier regard qui est la status, c'est-à-dire vraiment la première impression, où on va voir finalement sur le client ou la cliente les émotions qui sont imprimées, le vécu. On va se dire, tiens, il est comme ça, il est comme ça. On a déjà cette première sensation de psychologie de la personne au premier regard, et ça, les conseillers IMO l'ont très bien et très rapidement. Ce qu'on va dire les émotions exprimées. Le corps, à un moment donné, va faire certains gestes, certains axes de tête. Le corps va s'engager, va se désengager. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les émotions qui sont exprimées par le corps. Et ce qui est important en tant que conseiller immobilier, par exemple, je vais vous donner une petite astuce. Souvent, quand les personnes sont en recherche d'un bien, elles vont beaucoup parler avec les mains parce que les mains, elles servent notamment à donner une signification, à apporter une signification supplémentaire à ce qu'on est en train de dire ou confronter à ce qu'on est en train de dire. Mais ça permet aussi de faire émerger le champ lexical. Et donc, du coup, quand les personnes parlent aussi, on va en fonction du positionnement des mains dans l'espace, que ça soit à droite ou à gauche, on sait quel hémisphère est en train de travailler et on peut noter finalement les préférences d'une personne quant à ses choix au niveau de ses recherches. Donc, il suffit d'observer les mains pour comprendre finalement les choix qui sont importants pour cette personne et les choix qui le sont moins, et puis ses valeurs, ses préférences. Donc, rien que là, on a un outil qui permet déjà de bien lister finalement vers où la personne veut aller et qu'est-ce qu'on doit prioriser en termes de recherche de biens. Donc ça, c'est hyper important. Les axes de tête vont aussi permettre au conseiller immobilier de savoir s'il a établi le lien avec la personne ou si la personne, elle n'est pas encore en état de confiance. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que le corps exprime. Puis il y a un troisième niveau qu'on peut être amené à observer, c'est ce qu'on appelle vraiment les émotions réprimées. C'est-à-dire que le corps, même pour le coup, pendant les visites ou pendant qu'on est en négociation, eh bien, il y a la politesse, il y a le langage civilisé qui est là, qui fait que les dossier droit ascendant, une bouche pincée ou une bouche en huître, eh ben là, va pas oser finalement dire des choses. Et quand on a ce genre d'outils, ben, le conseiller va pouvoir se dire, ah, ta proposition, ça a tiqué, ou là, ça y est, j'ai établi un espace de confiance et donc du coup, on va pouvoir réinterroger sur cette observation-là et être sûr de ce qu'il est en train de penser. Et des fois, ben, faire émerger un non-dit, ça peut débloquer tout simplement une future vente. Parce que la personne, sur le moment, elle n'a pas osé. Donc, moi, je dirais, ce sont vraiment des outils qui permettent d'instaurer un espace d'échange authentique et de vraiment dire là, on vous accompagne, on est dans quelque chose où il y a vraiment de l'honnêteté, de l'assertivité et on va aider à faire émerger finalement ce que la personne n'oserait pas dire. Et donc, du coup, in fine, la recherche, elle est quand même plus intéressante et plus probante. Et puis, voilà, ça se passe bien. C'est vraiment un outil qui permet d'améliorer la relation avec le client. Tout simplement. Oui, essentiellement, pour ce que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire ce que tu me disais, c'était que c'était ce que l'on allait pouvoir détecter, allait simplement permettre d'ouvrir un espace d'échange, oui. D'aller approfondir la relation, d'aller approfondir l'échange. C'est vraiment ça, finalement, l'objectif. C'est vraiment ça. Vous repérez quelque chose, une personne visite un bien, il y a une réaction bien particulière que nous, on observe souvent et qui fait qu'on se dit, tiens, finalement, la proposition, elle n'est pas en train de passer. Si vous ne le repérez pas, vous allez laisser ça passer, finalement, filer. C'est peut-être ça qui va faire, finalement, que la personne ne va pas travailler avec vous. Vous le repérez, vous gratouillez un tout petit peu en disant, là, effectivement, je sens bien que peut-être la localisation ne vous convient pas. La personne, maintenant que vous m'en parlez, effectivement, c'est un peu trop loin, finalement, de mon travail. Et le fait d'avoir fait émerger ces non-dits-là, la personne va se dire, waouh, le conseiller IMO est vraiment à mon écoute. Il est vraiment tourné vers. On est vraiment plus attentif à la personne et moins attentif aux résultats. Vraiment, dans cet échange-là d'authenticité avec le client, ça ne peut que bien se passer finalement. Donc, c'est vraiment un outil au service de la relation qui permet de se dire, je suis vraiment en écoute active de ce que la personne recherche. J'écoute encore même plus que ce que elle pense m'avoir exprimé parce que ces personnes-là, quand par exemple, elles vous expriment leurs préférences avec les mains, elles le savent même pas. Et que quand vous rebondissez sur certaines choses, mais ça, c'est vraiment important pour vous. Ah oui, effectivement, maintenant que vous me le dites, c'est hyper important. Parce que le geste, il est même en amont de la pensée consciente. Donc, vous aidez même le client à prendre conscience de choses qu'il n'avait pas forcément su, même avant que vous l'ayez remarqué, tout simplement. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir une écoute très fine de la personne avec qui vous allez travailler, tout simplement. J'aimerais qu'on prenne un maximum de questions aussi des conseillers qui nous regardent pour être sûr que ça colle bien à leurs besoins. Moi, je me suis déjà noté quelques bricoles sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Oui. On va prendre la première question de Julien. Est-ce que les gestes veulent dire la même chose pour tout le monde? Est-ce que le même geste veut dire la même chose pour tout le monde?
Alors, il y a quelques gestes qui sont culturels, d'accord, et qui finalement sont assez connus. On a des gestes aussi qu'on va dire idiosyncratiques, c'est-à-dire qui n'appartiennent qu'à la personne en elle-même et qui ne veulent strictement rien dire. En fait, le travail va être d'observer finalement un geste, une réaction sur un mot. Attention, il ne faut jamais détacher l'observation du non-verbal du verbal. C'est toujours raccordé à quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire une proposition, la personne est assise en face de vous, elle va prendre une certaine position sur sa chaise, sur cette proposition-là. Donc déjà, on ne détache pas du verbal. Et pour revenir sur cette question-là, oui, la majorité des gestes sont complètement universels. On a tous le même fonctionnement cérébral aux quatre coins de la planète. Ce qui peut différer, ça va être surtout l'amplitude. C'est-à-dire que souvent, dans les pays dont les émotions sont facilement exprimables, moi, je suis d'origine italienne, les Italiens, on a tendance à faire des gestes qui sont drôlement. Pourquoi? Parce qu'on a une culture de l'émotion qui est très forte. On a le droit d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc, du coup, la gestuelle peut être libérée. Dans des pays où l'émotion est un peu plus réprimée, où il y a plus de pudeur, où il y a plus, voilà, ce genre de choses, on va avoir la même typologie de gestes, mais beaucoup plus petite. L'amplitude sera beaucoup plus faible. Mais elles sont là parce que, de toute façon, le corps aura la même réaction, tout simplement. Mais oui, à part quelques gestes qui sont culturels ou qui appartiennent vraiment à la personne, c'est vraiment une grammaire corporelle qui est universelle. Oui, effectivement. Du coup, dans le prolongement, Julien demandait est-ce que ça voulait dire du coup de se gratter le nez? Oh, il y a des millions de façons de se gratter. Après, je reviendrai sur un autre geste que j'étais en train de faire pendant que tu parlais et que tu m'as déjà décrypté l'autre jour et je voudrais qu'on revienne dessus parce que maintenant, je viens de comprendre pourquoi je venais de faire ce même geste. Mais vas-y, on va rester sur le nez. Je resitue quand même sur l'importance de le relier au verbal. Il n'y a pas longtemps, une amie m'envoie une photo d'une petite jeunette très mimi. Elle me dit, tiens, regarde, elle est assise comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai dit, mais j'en sais rien. Elle me dit, mais t'es pas synergologue. J'ai dit, mais si. Je dis, mais là, je n'ai pas le contexte, je n'ai pas le verbal, j'ai pas le mouvement, je sais pas pourquoi elle l'a fait. Elle peut très bien être en retrait parce qu'elle n'a pas forcément envie d'être avec vous. Elle peut avoir mal au ventre. Donc, on peut pas interpréter ça comme ça. Il faut vraiment faire très attention. Il faut faire attention à l'environnement du geste. Parfois, le geste peut être empêché par un environnement tout simplement physique. Et puis, il faut vraiment faire attention au contexte. Donc, un geste dénué d'un contexte, ça veut franchement rien dire. Sur le nez, il y a énormément de possibilités de se toucher le nez. Il y a celui-ci, qui est plutôt signe typique du rejet, effectivement. Nous, on appelle ça à une 30, c'est-à-dire que quelqu'un fait une proposition, la personne va dire oui, alors a tendance à faire ce mouvement-là qui part de l'index et qui va vers l'extérieur. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait de fortes chances pour que la proposition ne soit pas validée, mais que socialement, on la valide. Et puis, c'est différent que de faire de le pincer, que de chatouiller dessous, que de se gratter ici. Donc là, effectivement, on rentre franchement dans du micro-détail de ces fameuses émotions qui sont réprimées, que la personne ne va pas oser dire socialement, mais que le corps va traduire. Moi, j'adore le corps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'école de l'authenticité. Vous avez beau, tiens, je viens voir ta bouche, vous avez beau essayer de dire certaines choses, le corps ne pourra pas de toute façon dire l'inverse de ce que vous ressentez vraiment. Et souvent, on me demande si un corps se réduque. J'espère que non, que le corps se réduit pas, parce que c'est vraiment l'école de l'authenticité. On peut apprendre certains gestes pour améliorer son leadership, améliorer son image, mais je dirais que dans l'absolu, il vaut mieux comprendre comment on fonctionne, comment notre communication fonctionne, se dire tiens, ça, effectivement, je devrais peut-être l'améliorer, mais le corps ne changera dans sa gestuelle que si l'état d'esprit change. Puisque le geste est en amont de la pensée consciente. Si je ne change pas ma manière de penser, mon geste ne changera pas. Donc, heureusement qu'un corps ne se rééduque pas, tout simplement, ou se rééduquera que si votre état d'esprit change, tout simplement. Et du coup, je rebondis sur juste avant, parce que pendant ta réponse précédente, j'avais les deux mains sous la table. Et il me semble que lors de notre échange la dernière fois, ça avait une signification que d'avoir les deux mains sous la table. Et si c'est ça, je pourrais même expliquer pourquoi à ce moment-là, j'avais les deux mains sous la table. Mais ça veut dire quoi? Les deux mains sous la table, c'est en fonction, je rebondis encore, je n'ai pas vu quand est-ce que tu l'as fait. Je me souviens de cette fameuse interview que je t'ai montrée, où tu avais posé une question qui était assez délicate à une personne que tu avais interviewée et qui touchait à un point émotionnellement fort. Et effectivement, tout de suite, dès que tu as posé la question, la personne était en état de gêne, a reculé, a mis les mains sous la table, c'est un petit peu balancé, il y a eu certaines réactions et souvent ce sont des signes de malaise.
ou des signes justement de quelque chose qu'on n'a pas envie de dévoiler. Ça peut être, c'est pas forcément du mensonge, attention, ça peut être de la pudeur, mais ça veut dire, et si en plus on a un petit sourcil gauche ascendant qui s'est levé, c'est qu'on a touché quelque chose qui est de l'ordre du perso, et qui est de l'ordre de quelque chose qui va gratouiller la pudeur. Et le corps, quand on a tendance à aller gratouiller la pudeur, il a tendance aussi à réagir et à vouloir se protéger, ce qui est tout à fait normal. Le corps, il est hyper logique. Quand un conseiller mot arrive à instaurer une relation de confiance, le corps va s'engager dans cette relation de confiance. Mais il va faire pareil dans l'environnement que vous allez faire visiter. Il y a beaucoup de gestes quand il y a des visites de biens où on sent que le corps des clients est en train de s'engager dans le lieu, où il est en train de se désengager du lieu. Et ça, si on arrive à repérer ça, déjà de savoir si on a bien fait cette relation de confiance, parce que je pense pas qu'il faille tout de suite aller dans le vif du sujet si on n'a pas instauré cette relation de confiance-là. Une fois qu'on est bien sûr que la relation de confiance est installée, effectivement, puis qu'on a bien vu un peu comment le corps fonctionne, on peut repérer les moments de rupture et de se dire, ah, attention, le corps est en train de se désengager, et là, ça passe ou ça passe pas. Mais effectivement, les mains sous la table, ça peut arriver quand on est mal à l'aise. Je te mets mal à l'aise, Sébastien? Non, c'était parce que ça faisait 2 fois qu'on avait l'image qui se figeait à un moment et que je me suis dit, putain, on va perdre la connexion. Comme c'était déjà le cas la semaine dernière, je priais pour que ça tienne. On a une question et après je vais remonter. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment prendre toutes les questions. Il y a une question que je me garde de côté quand on va passer sur une autre partie que je voudrais qu'on aborde. Mais on a une question toujours sur main gauche et hémisphère gauche. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur la droite, la gauche, etc. et la signification que ça peut avoir? En fait, quand on a une dimension, alors attention, c'est vraiment sur un point précis, faut pas généraliser, mais quand on bouge les mains dans l'espace et que l'on va donner des mots dans le champ lexical qui sont de l'ordre un peu plus de l'émotionnel, du personnel, attention, je suis pas dans quelque chose de l'ordre du champ lexical du temps ou géospatial, d'accord? C'est vraiment quand on émet des choix ou des valeurs ou des choses qui nous touchent. Globalement, mon corps droit, ma main droite va se mobiliser pour des choses, par exemple, qui me sont un peu plus extérieures, qui me concernent un petit peu moins, qui me plaisent un peu moins. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne me plaît pas, mais c'est quelque chose qui est moins important que si mon côté gauche se mobilisait. Si je parle de quelque chose qui m'est personnel, qui me tient vraiment à cœur, je vais mobiliser ma main gauche. Si je parle de quelque chose qui m'est un petit peu plus éloigné ou que je suis vraiment plus dans l'analyse, je vais utiliser ma main droite. Mais si je suis dans ce champ lexical de quelque chose d'assez émotionnel, droite-gauche va signifier finalement les préférences. Il y a vraiment le côté, puis il y a aussi l'éloignement. Plus je vais mettre quelque chose loin de mon corps, plus c'est quelque chose aussi qui me plaît moins. Donc effectivement, si la personne a tendance à dire un jardin c'est important et va vraiment le positionner à gauche et proche de son corps, ne le loupez pas. Et si la personne dit bon un dressing et puis on voit le dressing qui est à droite est vraiment très éloigné, on peut dire que cet élément-là s'il apparaît pas dans la recherche, c'est pas fondamental, c'est pas ce qui va faire capoter la vente. Donc là, ce sont vraiment et effectivement quand je mobilise mon corps droit, c'est mon hémisphère gauche qui travaille et quand je mobilise mon corps à gauche, c'est mon hémisphère droit qui travaille puisqu'ils sont en croisée, tout simplement. Mais avec la plasticité cérébrale, il y a des choses qui sont mouvantes, mais on sait que certaines grandes fonctionnalités sont toujours dans ce sens-là et on s'est rendu compte de ça. Et ça marche à tous les coups, tout simplement. Donc, c'est une écoute attentive. Moi, quand je discute avec toi, Sébastien, ou si tu me fais des propositions, que je vois des choses dont tu parles qui te sont personnelles, je vais vraiment pouvoir repérer ce qui te tient vraiment à cœur de ce qui est un petit peu moins important. Et ça me permet d'être en relation un peu plus authentique avec toi et de savoir où je vais mieux communiquer, tout simplement. Et c'est important, je voudrais redire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand tu parlais par exemple de cette découverte acquéreur et de ce qui pourrait être important ou pas important, derrière, tu as dit tout à l'heure de l'intuition à la conscience, c'est-à-dire que derrière, tu as cette intuition qu'a priori, c'est peut-être passé quelque chose à un moment donné, tu vas chercher à le faire repréciser, tu ne vas pas rester sur cette intuition. Voilà, c'est ça. Du coup, s'il n'y a pas de dressing dans l'appartement en question, c'est important, c'est pas important. Tu vas refaire préciser l'intuition que tu as eue au regard du geste. Exactement, et ça c'est vraiment quelque chose, c'est de cet ordre-là, c'est de permettre justement de dénouer ce que la personne n'aurait pas dit. Et je pense que du coup, elle va se rendre compte qu'il y a une qualité d'échange qui est importante. Elle va dire, mais parce que je pense que pour avoir vécu ça dans ma recherche de maison, à un moment donné, j'ai eu des personnes en face de moi où je sentais bien finalement que l'écoute n'était pas là, et donc du coup, on peut pas se livrer comme si on était sûr que la personne est vraiment attentive finalement à notre projet de vie, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important à faire attention.
oui, tout simplement. Je vais vouloir qu'on passe ensuite à la partie plus connaissance de soi que de l'autre. Et bien évidemment, le temps qu'on a imparti ne nous permet pas d'aller aussi Et en juste, je voulais profondeur juste qu'on voudrait rebondir, aller. si j'ai juste 2 secondes sur sur ta notion de percevoir intuitivement. En fait, ce sont vraiment des outils qui permettent de développer l'empathie, parce que quand vous regardez quelqu'un, en termes d'émotionnel, il y a vraiment ces neurones miroirs qui s'activent. Les conseillers mots ont ça. C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un, spontanément, vos muscles aussi vont mais vraiment quelque chose de très rapide, posture finalement que l'autre, et on va finalement, grâce à nos muscles, ressentir ce que l'autre est en train de finalement éprouver. Donc effectivement, plus un conseiller émo a cette empathie-là et cette perception fine de l'autre, meilleur il sera tout simplement. Oui, donc vas-y, excuse-moi. Non, très bien. Arrête-moi parce que non, on a des gens qui nous disent on a des gens qui nous disent que c'est passionnant, etc. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en descriptif pour que je puisse vraiment afficher votre photo et je sache qui vous êtes, parce qu'en plus, d'habitude, j'ai les commentaires sur mon téléphone à côté. Voilà. Et là, j'ai pas les commentaires sur mon téléphone, donc je ne sais pas qui s'adresse à nous. Donc, cliquez bien sur le lien lorsque vous avez une question ou une remarque. Christelle, du coup, si on bascule maintenant de l'autre côté, oui. Tu parlais de la connaissance de l'autre. Oui. Mais il y a aussi ce que les gestes trahissent de notre propre comportement. Et on avait une question tout à l'heure de quelqu'un qui disait, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à nous corriger et perdre une part de notre naturel en travaillant le langage gestuel? Non, absolument pas. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant ce live. En fait, l'objectif n'est absolument pas de rééduquer sa gestuelle. L'objectif est d'en apprendre sur soi grâce à sa gestuelle. C'est pas du tout la même chose. Quand vous serez en lien avec quelqu'un, surtout justement ne pas rééduquer sa gestuelle. Mais je vais prendre deux exemples. À un moment donné, j'étais salariée, je me suis posé la question de savoir si j'allais arrêter le salariat et développer mon entreprise. Et c'est le fait de discuter avec mes mains, avec des collègues synergologues qui m'ont fait prendre conscience finalement là où j'avais vraiment envie d'aller. Donc, tout le monde a rigolé en face en me disant, mais Christelle, tu connais la réponse? Je dis, oui, je connais la réponse. Donc, entre ma conscience d'adulte qui me disait, oulala, tu vas quitter ta sécurité, ça va être compliqué pour toi. Et puis, finalement, ma spontanéité qui disait, mais vas-y, fonce, c'est exactement ce que tu souhaites. J'ai appris de mon corps, finalement, le choix que je voulais vraiment faire. Là où ça peut être intéressant de savoir sa propre posture quand on est conseiller immobilier, on va prendre, par exemple, ce qu'on appelle des figures d'autorité. C'est-à-dire que quand on rentre état de stress qui fait que notre corps va se comporter d'une certaine manière. Il y a des personnes dans ces états-là, elles vont vraiment, entre guillemets, prendre beaucoup d'espace. On appelle ça les conquérants. Il va y avoir des gestes très hauts, très forts, un axe de tête assez supérieur, une voix très forte, parce qu'ils ont besoin d'un petit peu de reconnaissance plus que les autres. C'est pas négatif, ce que je dis, il y a beaucoup de bienveillance. Mais donc, du coup, de percevoir qu'on a cette attitude corporelle face à un client, de se dire, est-ce que je prends pas tout l'espace? Est-ce que je suis pas en train de manger cette écoute active? Est-ce que c'est pas moi qui prends le dessus parce que j'ai un manque de reconnaissance et que je veux vraiment prouver que je suis efficient? Oui, on n'est pas là pour démontrer ce qu'on est et se prouver à soi-même ce qu'on est. On est là pour écouter l'autre. Donc, de prendre conscience que cette posture, elle est peut-être un peu trop envahissante par rapport au lien client, c'est de se dire, ah bah tiens, ça interroge sur ce manque de reconnaissance. Et donc, du coup, il y a peut-être un travail à faire après avec quelqu'un qui est dans du coaching pour finalement bien dénouer ça. Et la personne, elle aura pu à se prouver finalement qu'elle a besoin d'être reconnue dans le lien avec le client. Et elle fera la part belle finalement à la personne qui est en face d'elle. Donc, c'est plus apprendre finalement ce que mon corps est en train de me dire au moment où je suis en état de stress, ce que je ressens et puis de m'améliorer tout simplement. Moi, je sais que j'ai toujours tendance à être très, à essayer de me faire beaucoup apprécier, ce qui peut dans la négociation parfois me jouer des tours. Maintenant, je le sais, je le rectifie. Voilà, donc mais non, en aucun cas, je cadre ma dynamique corporelle. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment rester soi, mais apprendre de son corps à être une meilleure version de soi-même, tout simplement. On l'utilise pour quelque chose de positif. Ce que tu me partages là, ça me fait penser à une anecdote. Je me souviens, j'étais en rendez-vous avec un conseiller immobilier que j'accompagnais quand j'étais manager il y a 6 ou 7 ans. Et je me souviens de ce rendez-vous, j'étais sorti de là, j'étais effaré. Je lui ai dit, mais tu te rends compte du nombre de fois que tu as tapé sur la table pendant ta démonstration? Poum, à chaque fois qu'il disait un truc. Alors, c'est effectivement quelqu'un qui avait un vrai problème de manque de reconnaissance, etc. et qui prenait beaucoup de place, y compris physiquement, et qui avait en plus une approche du commerce et de la vente qui était une approche par le besoin de s'imposer, en fait. C'était vraiment, il y avait vraiment ce besoin d'imposer les choses à l'autre,
de domination dans la relation commerciale Et voilà. qui s'exprimait moins par les mots que par les gestes. Oui, et ça, on peut poser un cadre d'authenticité, un cadre relationnel authentique et quand on a cette posture-là, tout simplement. Donc, effectivement, le fait d'en prendre conscience et puis de le travailler, ça permettrait justement de descendre ça et d'arriver à un positionnement qui est quand même plus égalitaire entre les personnes. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, parfois, j'accompagne des personnes, ça peut être des managers ou des dirigeants d'entreprise, des conseillers MOU, sur 2-3 heures et j'observe cette posture là. Et ça permet de faire un bilan d'image, que ça soit, alors bien sûr, j'ai encore ma casquette de conseillère, en image et puis la partie synergologie, donc ça permet de faire un bilan assez vaste de cette communication-là, que la personne prenne conscience de ce que ça peut impacter justement sur la personne qui est en face. Après, l'objectif n'est pas de rééduquer le geste, c'est juste cette prise de conscience-là, et souvent, juste une prise de conscience permet de se dire, tiens, mon corps va m'apprendre des choses de moi-même et puis ça débloque des fois tout seul, juste par la prise de conscience. Mais en aucun cas, je rééduque des gestes. Quand on veut rééduquer, par exemple, des discours politiques, on va pas il rééduque un peu le geste, mais pas tant que ça. C'est le discours qui est changé quand on voit qu'il y a un geste qui parasite le discours. C'est que la personne, elle n'est pas OK avec ce mot-là. Le corps a dissonné, il y a une dissonance à un moment donné. Donc, on va plutôt aller changer le verbal pour que le corps soit en accord avec ce qui est en train d'être dit. Donc, j'aime, moi, cette notion de ne pas pouvoir franchement rééduquer son corps ou de ne pas avoir à tout le temps s'observer, et puis ça serait trop crevant, ça serait trop fatigant. Non, on est soi-même, on apprend à se découvrir avec notre propre gestuelle pour être une meilleure version de soi-même, mais surtout on est attentif à l'autre et à ce que le corps de l'autre est en train de nous dire au-delà des mots, tout simplement, parce que on sait que ce corps-là, il est beaucoup plus parlant que le mot en lui-même, hein. Donc voilà, c'est plus ça. J'ai une dernière question pour toi, mais en attendant, continuez de poser des questions ou de commenter. On reviendra sur vos questions à la fin de cette interview, donc continuez de poser des questions. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit cœur aussi, parce qu'il y en a 9 pour 32 personnes actuellement connectées, donc ne soyez pas chiches et avares en like, donc n'hésitez pas à cliquer. Moi, j'avais une question, du coup, Christelle, c'est parce que j'ai cette difficulté-là moi-même quand j'interviewe, parce que c'est difficile d'être à la fois à l'écoute de ce que la personne est en train de dire, penser à la prochaine question qu'on voudrait poser, parfois noter un truc, etc., etc. Et du coup, ça m'amène à la réflexion sur, en relation commerciale, à quel stade est-ce qu'on arrive à obtenir ces informations-là de manière naturelle, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue ce qu'on est en train de dire, en même temps qu'on est en train d'essayer de analyser un petit peu le langage corporel de notre interlocuteur, tu vois. Tout ça, ça peut un peu brouiller, perturber, etc. J'imagine que c'est parce qu'il faut de la pratique pour que ça devienne naturel. Alors, il faut de la pratique, mais je dirais qu'une fois qu'on a acquis certains outils, ils viennent très rapidement et ça se met en place de manière très naturelle. Donc, mais c'est vrai que ça dépend du degré de maîtrise que tu souhaites avoir. C'est-à-dire qu'il y a des astuces qui sont dès le lendemain applicables sur le terrain et qui font qu'on les repère tout de suite. De toute façon, quand je suis en interaction avec quelqu'un, même avec l'habitude, je ne vais pas scanner la personne de la tête aux pieds, je ne vais pas aller tout chercher. L'objectif étant d'aller chercher la réaction ou la partie qui me permet de répondre à ma question, de sélectionner. Si je veux savoir si tu es vraiment en lien avec moi et qu'on a instauré une relation de confiance, toi et moi, je sais exactement l'endroit que je dois observer pour être sûr finalement que cette relation de confiance, elle est en train d'être établie. Donc, j'ai pas besoin d'aller observer tout ton corps. Donc, j'ai une économie d'observation qui est très forte. Et puis, je dirais qu'on a vraiment cette notion de ballon rouge, c'est-à-dire on discute avec quelqu'un, on présente un bien et puis la personne va nous faire le signe énorme qu'on ne peut pas louper et qui fait que là, on va être interpellé. Mais effectivement, c'est beaucoup plus dur de repérer tout ça quand on est dans l'interaction, puisqu'on est dans l'analyse de ce qu'il est en train de dire, ma propre réponse, le lieu, etc. Mais globalement, quand on a l'habitude, il y a des choses qu'on ne peut pas louper. Après, c'est un entraînement. Effectivement, ça peut être d'avoir certains outils, puis le soir, là, quand il va y avoir les présidentielles, de se mettre devant la télé, dire là, on a les mains comme ça, on a les mains comme ça, là, voilà, et de s'entraîner. Et ça, c'est le côté ludique. Mais je dirais que non, pour avoir formé déjà des personnes, des conseillers immobiliers me le disent d'entrée de jeu, dès le lendemain, j'ai remarqué que la personne, déjà cette notion même de corps qui s'engage et de corps qui se retire de la relation, ça c'est déjà énorme. Les préférences des mains, c'est vite repérable. Effectivement, au début, on perd peut-être un petit peu ce qu'il est en train de dire parce qu'on se concentre vite, mais avec l'habitude, ça vient assez rapidement. Après, c'est vrai que si les personnes ne vont pas forcément devenir synergologues, donc elles ne sont pas non plus obligées de tout maîtriser.
Mais c'est plus facile, effectivement, quand je suis en soirée, d'observer des personnes qui discutent et je suis à l'extérieur avec mon verre quand on me donne des missions. Que finalement, quand je discute avec quelqu'un. Mais là, tu vois, on était en train de parler tous les deux et j'ai quand même repéré certaines réactions sans le vouloir parce que c'est comme un nez au milieu de la figure, c'est le cas de le dire. Donc voilà, mais c'est de l'habitude. C'est franchement de l'habitude et il faut pas non plus... faut être doux avec soi-même, hein, faut y aller doucement. Mais voilà, après, de toute façon, quand on commence à mordre, c'est une passion après. Christelle, je te propose qu'on passe à nos 3 petites questions rapides de la fin et ensuite on prendra les questions restantes. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Ah, ça lag. Ouais, c'est bon, t'es de retour avec nous. Je te propose qu'on passe aux 3 dernières questions rapides et puis on prendra des questions qui arrivent dans les commentaires. Oui, j'ai vu sur les bras croisés, oui. Yes. Christelle, quel est ton rapport à titre perso au logement, à l'habitat? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ce que ça signifie. Alors, je réfléchis quand j'ai acheté une maison il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, l'habitat, c'est vraiment le fait. Quand j'ai réfléchi à la maison, c'était pour accueillir la famille, les amis. Mon rapport est un rapport social, tout simplement, un rapport humain. J'aime avoir une maison qui n'est pas très grande, mais elle est conviviale et avec un jardin où je peux recevoir les amis, le barbecue, la fiesta. Voilà, mon rapport à l'habitat, je suis pas si attachée que ça à la pierre, mais je suis attachée aux gens qui vont venir dans mes murs, tout simplement. Cool. C'est quoi l'agent immobilier idéal en un mot? C'est ce que je disais de toute façon en filigrane tout à l'heure. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui arrive à avoir cette écoute fine justement de l'autre et cette observation fine et puis qui arrive à instaurer un climat de confiance bien avant l'objectif final. Il est là, il est réel et il est intéressant. Mais je dirais que c'est cette étape-là pour moi qui fait que qui distingue finalement un bon conseiller d'un conseiller qui a un peu plus de difficultés, tout simplement. Cette perception fine de l'autre. Ok. Est-ce que tu as un livre à nous recommander? Oh, j'en ai plein. Je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Il y en a un que je suis sortie justement. Tu me dis, il y aura peut-être un livre. Le langage universel du corps de Philippe Turchet. Et puis, je suis passionnée de neurosciences. Je suis passionnée. Alors, il y en a un qui est pas évident, mais j'aime tout ce qui est cognition incarnée, notion de cognition incarnée, dans le sens où effectivement le corps participe à la réflexion. C'est pas que le cerveau qui va aller donner des informations au corps, mais le corps nous permet notamment d'avoir même des notions abstraites. Nos notions abstraites, nos conceptions même du temps, de plein de choses viennent de notre corps tout simplement. Donc, vu que je suis passionnée par ce langage-là, voilà, je vais chercher là-dedans. Super, Christelle. Plus des romans de temps en temps, un peu nunuche, mais ça fait du bien l'été. C'est bientôt là. On a 2 questions du coup. Donc Stéphanie qui nous disait, que penses-tu des bras croisés sur la plupart des photos professionnelles des conseillers IMO? J'ai toujours eu du mal à faire la mienne comme ça, pourquoi? Alors, les bras croisés, en fait, il y a vraiment une grosse idée reçue sur les bras croisés. On peut avoir des croisements de bras qui sont dits de fermeture, mais on a des croisements de bras qui sont dits d'ouverture. Ça peut paraître paradoxal, mais... Et voilà. Et il y a des gens qui croisent les bras, non pas parce qu'en fait, ils sont fermés à votre communication. Il y a beaucoup de conseillers qui m'ont dit, voilà, fermer les bras pendant que j'étais en train de faire une proposition. C'est pas que la personne est en train de se fermer au dialogue. Peut-être que justement, elle en écoute très active. Le corps, il est logique. On ne peut pas revenir sur soi et vraiment réfléchir si on est complètement dans le lien avec l'autre. Donc, pour pouvoir mieux réfléchir et revenir vers soi, le corps va reculer, aura tendance à croiser pour mieux revenir après. Donc, il peut y avoir des croisements de détente, des croisements d'écoute. Par contre, effectivement, ce qui distingue un croisement de bras d'ouverture et un croisement de bras de fermeture, c'est la hauteur souvent. C'est-à-dire que les croisements de fermeture sont fermés très, très haut. On distingue généralement pas trop les mains ou une main qui a une position bien particulière et c'est très verrouillé, assez haut sur le buste. Il y a de la tension au niveau des épaules. Donc là, effectivement, ou de la tension au niveau des doigts et on peut effectivement se dire que la personne est fermée. Donc, croiser les bras sur une photo de profil, je dirais que forcément, c'est pas forcément négatif, mais attention à la hauteur parce que c'est ce qui va nous permettre de distinguer si c'est simplement une personne qui est concentrée ou qui est détendue ou une personne pour le coup qui est fermée. Donc, ne croisez pas trop. Vous pouvez, mais pas trop. Okay. Sinon, implicitement, la personne en face, même si elle n'a jamais fait de synergologie, elle intuitivement sentira cette fermeture-là ou pas. Hein. Julienne nous demande quel geste indique un refus ou un doute sur ce que l'on peut proposer à un client.
Alors, c'est assez complexe, hein, Julien, cette question-là, parce qu'en fait, c'est un ensemble et c'est toujours, je le rappelle, relié au verbal. Hein, d'accord, ok. On va souvent, les doutes, on va être plutôt dans les repérages de non-dits. Hein, d'accord. Dans un doute, on peut avoir souvent un sourcil droit qui va monter de manière assez rapide. C'est plus du scepticisme. On fait une proposition, puis d'un coup, la personne, paf, elle va avoir son petit sourcil qui va se monter, dire, ouais, bon. Ou alors un petit axe de tête qui va partir sur la droite, souvent. C'est souvent, du coup, de toute façon, du côté droit. Et le refus, on peut être vraiment dans des micro-démangeaisons, le corps qui se désengage complètement. Donc, il peut y avoir plusieurs. En synergologie, on a 1600 items, on a 1600 choses qu'on peut observer, ce qui est énorme. Tout est codifié et il y a un panel qui est très, très vaste. Mais je dirais qu'il faut vraiment pas le dissocier de la proposition. Donc, on peut aller le chercher dans des choses qui sont assez fortes et assez visibles dans le désengagement ou l'engagement du corps, mais ça peut aller jusqu'à des toutes petites réactions au niveau du sourcil ou même de la bouche ou de la langue, parce qu'on observe beaucoup la langue. Elle dit beaucoup de choses, même si vous ne parlez pas. Donc oui, ça serait plus sur les axes de tête et puis peut-être le sourcil ascendant droit qui fait… C'est plus du scepticisme, hein, du doute. Refus, là, c'est un peu plus fort, mais… voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Bon, il y a Olivier qui débarque juste pour nous faire des blagues à chaque fois et qui repart. Olivier, je t'ai déjà dit, il faut que tu viennes en interview. Juste venir débarquer, voilà. Donc, la théorie d'étude des mains tombe assez vite en montagne. Avec les moufles, on voit pas bien, je trouve. Voilà, merci Olivier de ton passage bref. Si on ne voit pas les mains, de toute façon, on verra la bouche, les langues, les sourcils, les mains dans l'espace, les pieds. Voilà. Bon. De toute façon, s'il y a une partie qui n'existe pas, le reste parlera. Ouais. Et Julien nous dit, est-ce qu'il y a un livre qui regroupe toutes ces choses? C'est celui dont tu nous as parlé tout à l'heure, peut-être? Il y en a d'autres, mais ça, après, les personnes peuvent me contacter et je leur donnerai les liens en MP. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, attention, effectivement, les livres, c'est bien, mais il n'y a pas la pratique. Il n'y a pas toutes ces notions aussi de biais, parce que dans l'interprétation, on peut se tromper sur beaucoup de choses. On peut se dire, tiens, la personne, elle n'est pas en lien avec moi, mais finalement, elle a un gros rayon de lumière de l'autre côté, donc elle tourne la tête de l'autre côté. Je pense que c'est quelque chose, on peut le lire par passion, on peut commencer à s'initier, mais en aucun cas se lancer rapidement dans ce genre d'exercice sans avoir eu au moins un accompagnement pour être sûr d'enlever tous ces biais qui risquent de perturber l'interprétation. Et attention, on n'interprète jamais de manière hâtive, on réinterroge. On ne peut jamais être sûr. Christelle, merci beaucoup pour ces merci à toi. presque 42 merci minutes. À tous. Il y a Nadia qui nous dit, existe-t-il un moyen d'apprendre quelques notions de base? On discute avec Christelle, peut-être qu'il y aura des formations sur le sujet pour les conseillers immobiliers. Il y en a déjà, Christelle en délivre déjà. Oui. Peut-être que dans le cadre peut-être que dans le cadre de nos programmes et de formation chez nous aussi, au niveau des programmes Accélérimo, il y aura peut-être des trucs, on verra, ça discute. Mais en tout cas, bien évidemment, vous pouvez vous former à la thématique et c'est le métier de Christelle pour ça. Merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. La semaine prochaine, restez avec moi, la semaine prochaine, j'accueille Vincent Pavanello, l'auteur du rapport de la Maison des mandataires, donc un rapport particulièrement complet et très très bien fait de 72 pages sur le métier de mandataire immobilier, l'écosystème, l'avenir de la profession, etc. Donc on va vraiment décortiquer ce rapport la semaine prochaine, le 18, avec Vincent Pavanello. Donc soyez présents la semaine prochaine. Mon petit doigt me dit qu'on aura peut-être un ou deux gros invités aussi qui arriveront dans les semaines qui viennent. On a réussi hier, grâce à Instagram et grâce à vos propositions, à ferrer quelques beaux poissons pour les prochaines interviews. Donc c'est cool. Merci encore une fois, Christelle, de ta venue ce matin. Merci beaucoup à toi, Sébastien. Merci ta générosité. On a plein de gens qui ont des questions sur tes formations, etc. Donc je te laisserai répondre en commentaire à tout le monde. Ouais, avec plaisir. Merci à tous encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous. Passez une très belle semaine, raccourcie ou pas. C'était du 50-50 hier quand je vous ai posé la question en sondage. Donc, bon courage à ceux qui vont travailler toute la semaine et bon long week-end pour ceux qui seront en week-end demain soir. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Merci.